Commençons cet épisode par un petit retour en arrière. On est le 31 décembre 1999 et le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine, démissionne. Pour trouver un remplaçant, de nouvelles élections sont programmées en mars 2000, mais d'ici là, il faut bien que quelqu'un le remplace, et ce quelqu'un, c'est le Premier ministre de l'époque, Vladimir Poutine. Et depuis ce jour, Poutine n'a jamais lâché le pouvoir en Russie. Au début, il est président par intérim, et sa première mesure en tant que président est d'offrir l'immunité judiciaire à son prédécesseur et à ses proches. Ils étaient plongés dans plusieurs scandales et ne peuvent donc plus être poursuivis. En mars 2000, les élections ont lieu et même s'il est accusé de fraude, Vladimir Poutine devient officiellement président de Russie. Son arrivée au pouvoir peut sembler anecdotique maintenant qu'on connaît le personnage, mais elle montre que Poutine a toujours été très clair dans ses intentions. Jouer le jeu de la démocratie n'a jamais été sa priorité, et après 22 ans au pouvoir, il a largement eu le temps de remodeler la Russie comme il le voulait. Même s'il est soutenu par une grosse partie de la population, il a toujours œuvré pour qu'il n'y ait pas d'alternative à Poutine. Et c'est exactement à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Comment Poutine a fait pour que plus personne ne puisse réellement s'opposer à lui, même quand il décide d'envahir un autre pays. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. Pour commencer, si personne ne s'oppose à Poutine, c'est en partie parce qu'il est, ou en tout cas a été, très populaire. Pour beaucoup de Russes, Poutine, c'est d'abord l'homme qui redonne sa grandeur à la Russie et qui l'a fait sortir de la décennie perdue. La décennie perdue, c'est le surnom qu'on donne aux 9 années entre la chute de l'Union soviétique et l'arrivée de Poutine au pouvoir. C'est une période où la Russie va mal. Avant 1991, elle dirigeait l'Union soviétique, l'une des deux plus grosses puissances mondiales. Mais après 91, elle a perdu son statut et son influence, son nouveau président n'est pas pris au sérieux, et le comble de l'humiliation, d'anciennes républiques soviétiques rejoignent l'alliance militaire dirigée par les États-Unis, l'OTAN. En plus de ça, il y a des crises politiques qui s'enchaînent, des scandales de corruption, et la situation économique est mauvaise. Ceux qui épargnaient perdent quasiment tout, et la majorité des Russes s'appauvrit. Bref, les années 90 font du mal à la Russie. Depuis que Poutine est là, l'économie russe se porte mieux, le pays est plus autonome, et il a repris une place sérieuse sur la scène internationale. Mais la décennie perdue a laissé des traumatismes. Ceux qui s'opposent à Poutine sont souvent ceux qui n'ont pas connu cette période. A l'inverse, ceux qui ont tendance à accepter la dérive autoritaire sont souvent ceux qui ont mal vécu la décennie perdue. Poutine est ou a été populaire parce qu'il incarne la stabilité. Et la stabilité, c'est la priorité pour une grosse partie de la population. En plus de ça, Poutine, c'est aussi un retour à la grandeur de la Russie. Poutine part en guerre, Poutine défend les intérêts de la Russie, Poutine défend même les russophones hors de ses frontières. Et ça, c'est un discours qui plaît énormément aux nostalgiques de l'Union soviétique. Au-delà de ces raisons, c'est la propagande qui joue en sa faveur. La popularité de Poutine est due à ce qu'il représente et ce qu'il a initié dans le pays, mais aussi à une propagande très bien construite. Elle est efficace parce qu'elle sait comment toucher son public, aussi bien en Russie qu'en Ukraine que partout dans le monde. Les Russes s'informent majoritairement par les chaînes de télévision et elles sont toutes contrôlées par le Kremlin. L'État et les médias russes ont construit un discours de haine et de peur autour de l'Occident et de ses valeurs. Systématiquement présentée comme des menaces aux intérêts des Russes et de leur pays, la propagande pousse à se protéger et à lutter contre ses ennemis. C'est un phénomène ancien qui date quasiment de l'arrivée de Poutine au pouvoir, mais le gros tournant, c'est 2007. En 2007, Poutine tient un discours à Munich qui est rentré dans l'histoire. Devant les dirigeants de plusieurs pays occidentaux, il explique que la Russie ne va plus chercher à collaborer avec eux. La Russie n'a pas été respectée par l'OTAN et l'Occident, elle ne va donc plus que servir ses propres intérêts. Et si ces intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de l'Occident, alors l'Occident sera l'ennemi. Et c'est exactement ce qui se passe. 7 ans plus tard, l'Euromaïdan, une révolution pro-européenne, éclate en Ukraine. La victoire de cette révolution donne aux inquiétudes générées par les médias russes et la propagande tout leur sens. Aux frontières russes, dans un pays historiquement lié à la Russie, une révolution porte des valeurs occidentales. La panique s'installe et certains Russes craignent que le même scénario se produise chez eux. Des mouvements anti-Maïdan apparaissent et quand l'armée russe envahit la Crimée et envoie des hommes dans le Donbass, une grande partie de la population acclame cette décision. L'annexion de la Crimée est célébrée partout en Russie et montre bien que déjà en 2014, la propagande était efficace. Maintenant, même si la propagande marche et qu'il est populaire, plein de gens s'opposent à Poutine. Plein de Russes continuent de s'opposer à Poutine et plein de Russes veulent son départ.
Mais s'opposer à lui, c'est inefficace ou quasiment impossible. Ni le Parlement, ni les citoyens, ni aucune force politique n'est capable de s'opposer à l'invasion de l'Ukraine. Ils ont tous, progressivement, perdu leur capacité à le faire. Pour commencer, un gros problème est qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. En démocratie, ça permet d'avoir des institutions politiques indépendantes qui peuvent se contester entre elles, et ça permet d'empêcher qu'un mec tout seul change toutes les règles sans que personne ne puisse rien dire. Avant Poutine, en 1993, une énorme crise politique frappe la Russie. Le président Boris Eltsine dissout le Parlement conteste et destitue Boris Eltsine, et c'est un énorme bordel. 13 jours plus tard, l'armée russe s'est rangée derrière Boris Eltsine, qui décide de tirer et d'incendier le Parlement, ce qui provoquera au grand minimum 187 morts. Après quelque chose d'aussi violent, une nouvelle constitution est adoptée par référendum pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Désormais, le président russe est au-dessus des autres institutions politiques du pays et l'empêcher d'agir est beaucoup plus compliqué. En plus de cette constitution déjà très avantageuse pour les futurs projets de Poutine, il s'est quand même assuré d'avoir le contrôle sur tous les acteurs politiques. À la Douma, le parlement dont on vient de parler, son parti a toujours eu une majorité absolue. Même si sa popularité n'est pas à remettre en cause, les résultats, eux, le sont. Dès les premières élections, l'opposition l'accuse de fraude massive. Au niveau des associations et de tout ce qui touche à la population en politique, c'est pareil. Tout ce qui critique ou s'oppose au pouvoir finit par être censuré ou interdit. C'est exactement ce à quoi je faisais référence dans le dernier épisode, quand je vous ai parlé des agents étrangers. Cette loi permet de contrôler ceux qui ne vont pas dans le sens du pouvoir et de les décrédibiliser. Ceux qui sont classés comme étant des agents étrangers sont obligés de le préciser dans chacune de leurs publications. Avec ce que je vous ai dit sur la propagande et la peur de l'Occident, vous vous doutez qu'ils sont beaucoup moins crédibles que des sources défendues par le gouvernement. À l'intérieur du pays, le gouvernement s'est toujours employé à détruire toute forme de contestation avant qu'elle ne prenne trop d'importance. Sans qu'on puisse accuser Poutine pour chaque cas, faut pas se voiler la face, dès qu'un opposant prend de l'importance, il finit par mourir ou par frôler la mort. Vous avez sans doute entendu parler d'Alexei Navalny, un opposant à Poutine qui s'est fait empoisonner en 2020 puis qui a été emprisonné. Mais en réalité, même lui, qui est le principal opposant actuel à Poutine, n'est pas spécialement populaire auprès des Russes. On pourrait citer Boris Nemtsov, un opposant à l'invasion de l'Ukraine, qui s'est fait assassiner devant le Kremlin en 2015. Et de toute façon, dresser une liste exhaustive de tous les opposants n'est pas très utile. Les personnes et les partis qui sont trop opposés au gouvernement n'ont pas le droit de participer aux élections. Le contrôle est total. Dites-vous que même en 2018, un groupe d'adolescents a été emprisonné parce qu'il était soupçonné de vouloir renverser le pouvoir. Il aura fallu du temps, mais aujourd'hui, Poutine contrôle tous les organes de pouvoir et d'information du pays. Merci à tous d'avoir regardé le dernier épisode de notre série, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine sur Factuel.